Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des actualités pour l'or et l'argent, également les zones d'accumulation rationnelle au programme, je l'ai dit, les news, les zones d'accumulation, un peu de méthodologie aussi parce que on m'a posé des questions qui sont dignes d'intérêt sur lesquelles je voudrais revenir quant à la méthode. Et on est parti pour le premier article. Alors le premier article, ça y est, c'est fait. On a parlé de cela il y a déjà quelques semaines lorsque ça devait être encore confirmé. C'est confirmé. Maintenant, au Texas, eh bien, nos amis texans pourront utiliser leur or et leur argent pour acheter, pour leurs transactions au jour le jour. La loi est passée et c'est une remonétisation complète de l'or. Alors, au-delà de l'information, ce qui me semble très significatif, c'est que on a remonétisé l'or et l'argent. J'ai bien dit l'or et l'argent parce que il y a actuellement un grand débat par rapport à ça, c'est-à-dire que certains considèrent que l'or et l'argent sont un petit peu décorrélés parce que ils n'ont plus rien à voir. Certains disent que l'or est resté eh bien une sorte de monnaie de fait, puisque les banques centrales accumulent de l'or, etc. Mais que l'argent a perdu cette connotation qui n'est plus qu'industrielle et de bijoux. Et c'est pour ça que l'argent serait tant en retard par rapport à l'or. Et bien là, cet exemple-là précis du Texas nous montre que, eh bien voilà, c'est de l'eau au moulin de ceux qui considèrent que l'argent reste une monnaie et que elle reste donc en retard, un retard peut-être à rattraper par rapport à l'or. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, tout aussi intéressant, c'est un article de HSBC. Alors c'est pas exactement un article, mais c'est un dossier que HSBC a sorti sur les investisseurs aisés. Alors ceux qu'ils mettent d'ailleurs, ça s'appelle affluent, ok, le terme c'est affluent en anglais, et ce qui correspond pour eux globalement aux épargnants, aux investisseurs, aux individus qui ont entre 100 000 et 1 million de dollars. C'est-à-dire ils sont pas riches, mais ils sont bien lotis, aisés. Et ils expliquent les mouvements de leur allocation d'actifs. Et c'est intéressant parce que de 2025 à 2024, il y a eu une augmentation notable de la détention d'or qui a augmenté de 120% pour atteindre 11% de leur allocation. Une augmentation des cryptos aussi, 3 points de pourcentage, ok, pour arriver à 7%, donc pas loin enfin pas loin. On rattrape l'or, Et c'est assez intéressant parce qu'en même temps, la place accordée aux actions a légèrement été réduite. Bref, je vous laisse découvrir ça, c'est long, il y a des dizaines et dizaines de pages, mais ça pourrait vous intéresser. Vous retrouvez tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site, d'ailleurs. Donc, ce qui est intéressant en substance ici, c'est de savoir que ces investisseurs aisés, donc pas modestes, pas riches, eh bien, augmentent leur allocation d'or. Troisième article. Alors ça, c'est pas très, c'est un peu poil à gratter, j'ai envie de dire. C'est pour le platine. Reuters a repris les propos selon lesquels, eh bien, le platine a beaucoup monté et que maintenant, après 36% au deuxième trimestre, il est temps peut-être de juger sur pièce, c'est-à-dire de voir si notamment l'industrie accompagne les espoirs de montée du platine, parce que bon, platine, palladium, il y a une dimension industrielle qui est très forte, et il faut voir si effectivement il y a de bonnes raisons d'y croire. Et pour cet analyste, eh bien les mouvements à la hausse restent quand même peut-être limités à court terme pour le platine. Je vous laisse lire ça. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous, qui également pourrait vous séduire, c'est un article qui nous vient ça s'appelle US Global Investors, mais il reprend un article d'UBS. Et là, bon, on peut difficilement faire plus conservateur qu'UBS, mais UBS, eh bien, a lâché le mot. Le mot, c'est unattractive. Alors, on pourrait traduire, parler anglais, comme peu attirant. Pas repoussant, mais peu attirant. Et la raison,
Eh bien, il faut savoir quand même que UBS s'adresse à une clientèle très aisée et quand il lâche une bombe comme ça a des effets, hein. Ça veut dire que les avoirs en dollars sont, sans être dangereux, eh bien, ils sont un petit peu menacés par ce caractère peu attractif, notamment quand on n'est pas américain, avec une valeur du dollar qui a perdu plus de 10% depuis le début de l'année. Et c'est l'or qui en bénéficie. Un, parce que c'est l'or qui bénéficie plus d'une valeur refuge. Deux, parce que l'or est libellé en dollars. Et il constate qu'il faudrait envisager peut-être d'agir en conséquence. C'est ce que font d'ailleurs les banques centrales. Bref, je vous laisse lire l'article, mais voilà, il le dit. Voilà, 10% dans l'or, 5% pour de l'or physique, 5% pour des minières de bonne qualité. C'est sa recommandation. On va passer donc aux zones d'accumulation rationnelle. Avant ça, deux choses. Un, je voudrais vous présenter Veracash. J'aime bien Veracash. Veracash, alors non seulement j'aime bien, mais je suis moi-même client de Veracash. Ok, j'ai une carte Veracash. Pourquoi est-ce que c'est bien Veracash? Parce que ça remonétise l'or, c'est-à-dire que vous avez une carte de paiement. Alors ceux qui disent oui, l'or c'est bien, mais on peut pas l'utiliser, etc. Ben voilà, Veracash, un petit peu comme les Texans, maintenant, Veracash peut remonétiser ça parce que vous allez avoir une carte de paiement complètement normale. Donc vous achetez de l'or et cet or, ben, vous pouvez ensuite le dépenser avec votre carte de paiement, qui peut être sur votre téléphone, bien sûr. Et bon, si le cours monte, eh bien, vous pouvez dépenser plus. Si le cours baisse, vous dépensez moins. Mais si vous êtes super confiant sur l'or, eh bien, il faut savoir que vous avez votre pouvoir d'achat qui augmente. Alors, vous achetez de l'or et ensuite, c'est stocké sans frais et vous le dépensez à votre guise, y compris pour les dépenses internationales, etc. Les tarifs sont très intéressants. Il n'y a pas de droit de garde, etc. Et si j'en parle, c'est parce que c'est aussi une solution pour la transmutation, ce qu'il appelle la transmutation. Vous découvrez ça sur le site, c'est que si vous avez des bijoux cassés, des pièces, des choses comme ça, eh bien, vous pouvez les envoyer à Veracash et Veracash va transformer ça en unités qui seront mises sur votre carte de paiement, justement, et vous pourrez dépenser. Donc, c'est un bon moyen de commencer, en fait. Si vous avez des bijoux que vous n'utilisez pas, qui sont cassés ou des pièces, vous les envoyez à Veracash, c'est assuré, etc. Et derrière, c'est transformé en unités qui pourront être dépensées directement avec la carte. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo. On va donc passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle, mais avant ça, je pense que c'est le moment de refaire un petit point méthodologique, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à l'or, et donc forcément, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire l'honneur de me suivre. Et un petit récapitulatif méthodologique est important. Première chose, est-ce qu'il faut considérer les zones d'accumulation rationnelle comme des guides stricts? Okay. La réponse est non. La réponse est non, c'est-à-dire que les zones d'accumulation rationnelle sont des zones où on a plus de chances de rebondir que non. Ça veut dire qu'à titre personnel, j'ai toujours accepté, embrasser l'idée que c'est utile, parce qu'on risque de rebondir sur cette zone, mais c'est pas non plus gravé dans le marbre. Et c'est pour ça que lorsqu'on est en tendance haussière, c'est-à-dire, clairement, je l'ai déjà dit, mais je le répète, lorsqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, je bascule d'un système mixte à un système strictement accumulation rationnelle. Si vous préférez, lorsqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, lorsqu'on est en tendance baissière, eh bien on est en tendance assez néfaste, assez négatif, et là j'accumule essentiellement sur des zones d'accumulation rationnelle. Par contre, lorsqu'on passe au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, on est en tendance haussière, et là on risque d'avoir des comportements assez irrationnels à la hausse, et on risque de rester sur le quai si on ne fait que de la zone d'accumulation rationnelle. C'est pour ça que je pense qu'on doit envisager de faire un système mixte avec de l'accumulation rationnelle et des zones d'accumulation et de la DCA, c'est-à-dire on investit régulièrement tous les premiers du mois par exemple, et puis on conserve une partie qui sera entièrement mobilisée sur la première zone d'accumulation rationnelle qui arrive. Clairement, si vous mettez, je dis n'importe quoi, 100 € tous les mois, eh bien 50 € par exemple en DCA et 50 € à mobiliser dès qu'on arrivera sur la première zone d'accumulation rationnelle. Et si c'est pas fait, eh bien le mois prochain, eh bien on fera encore 50 € de DCA et ça fera donc 100 € sur la première zone d'accumulation rationnelle qui se présentera.
Et à partir de là, on changera de fusil d'épaule lorsqu'on passera en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, lorsqu'on sera en tendance baissière. Et là, on fera que de la DCA parce qu'on a moins de chances en fait, que de la zone d'accumulation rationnelle parce qu'il y a moins de chances pour qu'on se retrouve sur le quai vu qu'on descend encore. Deuxième chose. On m'a posé la question, Trado, est-ce qu'il faut courir après une zone lorsqu'elle a été loupée? Bref, vous avez loupé la zone, ça m'arrive souvent, ça m'arrivait souvent, j'achète plus, j'en ai déjà beaucoup acheté, mais je loupais une zone, est-ce que je cours après le papier? Je vais vous montrer précisément ce qui s'est passé sur l'or libellé en euros, parce que c'était par rapport à ça la question. Comme vous pouvez le voir, pour l'or libellé en euros, la zone d'accumulation rationnelle, était, on va dire précisément, mais c'est encore une fois, j'y reviendrai un petit peu plus tard, à 2769,6 que j'ai arrondi à 2770 et certains ont tellement bien reproduit la zone qu'ils se sont dit je vais attendre pile poil que l'on rentre dans cette zone pour acheter. Comme vous pouvez le voir, à quelques centimes près, on a loupé la zone. Et donc, du coup, ça a rebondi. Et ce fidèle abonné me dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'achète ou pas? Alors, de deux choses l'une. Un, je considère, comme je l'ai dit, que ces zones ne sont pas des zones strictes. C'est-à-dire que, en gros, vous pouvez vous imaginer que c'est le résultat de millions de transactions. On peut pas s'amuser à penser que c'est du papier millimétré. Lorsque vous êtes, allez, on va dire, près de la zone, comme ça, vous pouvez acheter. Ok, ça jouera pas. Si vous avez acheté avec 0,5% de décalage par rapport à la zone d'accumulation rationnelle, ça ne se verra pas dans quelques années. Ok, donc déjà, mettez des ordres un petit peu au-dessus pour être sûr de pas louper. Ok, encore une fois, ça joue pas. Par contre, si vous avez mis une zone, on va dire à peu près un peu vague et que c'est loupé, je pense pas qu'il faille courir après le papier. Donc, dans notre exemple précis, si on a loupé la zone d'accumulation rationnelle ici, il faut pas acheter maintenant 3-4% plus haut. Parce que vous avez toujours la DCA pour lisser, ok, au pire vous ferez comme la DCA. 2, il n'est pas dit que l'on revienne pas sur la zone plus tard, donc il faut pas courir après le papier. J'avais mis un article dans ce sens déjà, c'était sur la précédente vidéo parce que c'est la précédente vidéo qu'on m'a posé la question. Vous pouvez le relire, il est toujours là. J'avais expliqué d'une manière différente, mais vous pouvez encore une fois le lire, c'était en dessous de la vidéo où j'ai expliqué tout ce que je viens de dire par écrit, donc vous pouvez vous y reporter sur la vidéo, pas celle d'aujourd'hui, mais la précédente. Ok, pensez à regarder ça, c'était dans les commentaires de la vidéo YouTube, donc sous la vidéo YouTube, vous retrouverez ma réponse. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc je récapitule, les zones d'accumulation, important. Lorsque ma zone est touchée, je mets une ellipse. Lorsque ma zone semble touchée mais qu'elle n'a pas été touchée ou qu'elle n'a pas fait l'objet d'accumulation rationnelle, il n'y a pas d'ellipse. C'est comme ça que vous pouvez faire la différence entre, en gros, mes accumulations théoriques et mes accumulations qui n'ont pas eu lieu. Quand la chance fait qu'une de mes zones est touchée, je dessine une ellipse. Pourquoi ça me sert? Ça me sert en fait à la fin de l'année, lorsque je fais au coffre lors de la rencontre annuelle le bilan des zones d'accumulation rationnelle pour voir quel est le prix d'achat unitaire, ça laisse des traces. Ok, donc quand on est venu toucher une zone d'accumulation rationnelle, mais vraiment toucher, je mets une ellipse. Et quand c'est pas le cas, donc là effectivement il y a une ellipse. Lorsque c'est pas le cas, il n'y a pas d'ellipse. Ok, comme là, par exemple, vous voyez, ces zones-là, on dirait qu'elles ont été touchées, mais ça n'a pas fait l'objet d'accumulation rationnelle dans ma vidéo, parce que cette zone-là, orange, je l'ai construite après. Donc, au moment où on est venu ici, j'avais pas encore de zone d'accumulation rationnelle, c'était ça, on l'avait pas touché, donc il y avait rien. Par contre, quand on a remonté, j'ai dit, ok, visiblement, le marché, il veut de cette zone, on va rajouter une zone d'accumulation rationnelle à la DCA, et j'ai rajouté ça, et c'est pour ça que là, vous avez une oblique, mais que là, vous n'en avez pas. Parce que là, en fait, visuellement, on dirait qu'il y a une zone d'accumulation rationnelle, mais dans les faits, il n'y en a pas. Et c'est pas qu'il n'y a pas d'ellipse non plus ici, parce qu'il n'y a pas eu de vraie zone d'accumulation rationnelle. Mais en fait, ça, c'est pour moi, c'est pour mon bilan de fin d'année. C'est simplement pour vous donner une idée des zones qui ont été touchées ou pas. Je reviens sur l'or libellé en dollars. C'est un petit peu long, mais il faut faire, comme vous êtes beaucoup en ce moment à être nouveau, il faut expliquer les choses. Là, pareil, si vous regardez la vidéo alors ça, c'est la vidéo d'il y a 2 semaines. Ok, c'est la vidéo du 28 juin. Comme vous pouvez le voir,
j'avais déjà ma zone d'accumulation rationnelle à 32,50, 32,00. On l'a touché ici, mais il n'y a pas d'ellipse. Il n'y a pas d'ellipse parce que j'ai décidé de mettre cette zone de 32,50, 32,00 suite à ça. Ok? Suite au fait que on avait rebondi 3 fois, j'ai dit, ok, moi je voulais qu'on aille chercher 30, 55, 29, 57, mais visiblement 32,50, 32,00, c'est une barrière. Donc j'ai décidé de faire ça. Et c'est en fait uniquement sur la bougie d'après que j'ai mis l'ellipse parce qu'effectivement on l'avait touché bien comme il faut, et donc je peux en tenir compte dans l'analyse de fin d'année pour juger d'une zone d'accumulation sur ça. Ok. Et vous avez remarqué que les zones elles bougent. Bah oui, elles bougent pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que l'analyse technique et ma méthode, c'est pas une science exacte. Un, je peux me tromper. Deux, le marché peut réagir de manière inattendue. Et si je vois que l'on rebondit et que ça correspondait pas à ma zone, ou alors que l'on casse et que ça correspondait pourtant à une zone, j'ajuste mon travail. Ok, comme l'apparition de cette zone 32,50, 32,00. Vous voyez, imaginons par exemple qu'elle était comme ça, c'est un exemple. Et je vois que l'on a rebondi ici, bah le coup d'après, pour que vous puissiez bénéficier d'une zone d'accumulation rationnelle, je vais l'ajuster au niveau du rebond, puisque visiblement le marché s'est révélé impatient et qu'il y a des gros qui investissent sur ce niveau, ils risquent d'investir encore sur ce niveau. Donc faites attention, les zones elles bougent. Ok, les zones elles bougent, elles sont adaptables, elles sont adaptées. Et il y en a qui fonctionnent moins bien que ce que j'espérais, donc je les bouge, etc. Donc c'est pas immuable. Donc revenez régulièrement voir la forme des zones. Il y en a qui auront disparu, il y en a qui n'auront pas disparu, qui auront été rajoutés, etc. Bah, je pense que j'ai fait le tour. Donc regardez à nouveau la vidéo si ça vous intéresse d'en savoir davantage et de tout comprendre. Mais voilà les grandes idées. On revient donc, désolé pour l'aparté. Ah, j'ai oublié de dire à la fin de la vidéo, vous retrouverez comme d'habitude la fameuse partie sur les commitment of traders, c'est-à-dire ce que font les hedge funds, ce que font les gestionnaires de fonds, ce que fait le smart money, ce qu'ils achètent, ce qu'ils n'achètent pas, c'est à la fin, hein, après les platinoïdes. Donc, revenons à l'or libellé en dollars. Donc, il y a eu zone d'accumulation rationnelle sur la zone des 32,50, 32,00. La tendance de fond, elle est neutre parce que la moyenne mobile à 50 jours, elle est plate. La tendance de long terme est toujours haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, ça reste 32,50, 32,00. La suivante, ce sera 30,55, 29,57. Pour l'instant, on latéralise, il n'y a rien à dire. Ok, ça manque de jus pour les raisons. Si vous voulez savoir pourquoi ça végète en ce moment, voir pourquoi il y a une petite pression baissière, regardez la vidéo précédente sur la vidéo qui s'appelle Game Over, point d'interrogation, où je réponds, j'espère, clairement à la question. Donc, les bougies Aiki-Nashi, bah, vous voyez, ça monte la pression en présence et il n'y a plus de pression. Ouais, c'est des bougies mèche haute, mèche basse, corps petit, ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction. On regarde l'argent, enfin l'or libellé en euros avec une situation équivalente, à savoir que on a rebondi mollement, on a loupé malheureusement, si vous avez pris au point près, d'ailleurs vous remarquerez que mes zones sont pas exactes ici, ça montre bien que j'accorde pas énormément d'importance à la précision. J'ai mis 27,70, mais en fait la zone elle est dessinée à plus proche de 27,71, et si vous avez arrondi à 27,71, en fait vous avez accumulé ici. Ok, donc c'est vraiment l'esprit que vous devez comprendre. Acheter à 0,1% près de la zone d'accumulation rationnelle, c'est ok. Encore une fois, c'est pas du papier millimétré, ça agrège des millions de transactions. C'est l'idée, quoi. L'idée, c'est d'acheter en solde. Point. Ok. Donc, en tout cas, j'ai pas mis d'ellipse par rapport à mon graphe. On a loupé, j'ai loupé 27,70, 26,50. Je vais enlever cette zone, vous voyez, parce qu'elle elle a fait l'objet d'une accumulation. Le seul problème, c'est que c'est une zone de support qui a été cassée. Donc, pour les analyses techniques, elle change de polarité, elle devient résistance. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chances pour qu'il y ait une nouvelle attaque baissière. On verra. Et c'est vrai qu'il y a des chances pour qu'on aille chercher 27,70, 26,50, on l'espère. La tendance de fond est devenue d'ailleurs baissière. La tendance de long terme est toujours haussière. On passe à l'argent. L'argent libellé en dollars naturellement. Alors on le sait, hein, ça réagit mieux à cause de la dimension industrielle de l'argent. Là, c'est une zone d'accumulation rationnelle typiquement que j'ai rajouté, que j'ai rajouté la dernière fois. Elle n'a pas fait l'objet, rien n'a fait l'objet d'accumulation rationnelle depuis ça, 7 avril. C'est-à-dire que là, vous pouviez compter que sur votre partie DCA. Mais si on revient sur 36-35, eh bien, vous pourrez tout enregistrer, tout investir votre entre guillemets enveloppe ZAR sur cette zone. Ok, on investit tout d'un coup. Je pense que c'est intéressant de penser comme ça. Donc les zones d'accumulation c'est 36, 35 plus 34,6. Par contre la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Pour l'argent libellé en euros,
c'est pareil, ça se tient mieux que l'or, hein. On est sur une zone d'accumulation assez à 30-29. Regardez, là, on a rebondi. C'est typiquement le genre de situation que j'avais pas prévu. Je vais devoir, à mon avis, si ça continue, ajouter une zone ici. Ok, je vous montre méthodologiquement comment ça fonctionne chez moi, les coulisses en fait. Hein. Mais pour l'instant, je le fais pas. Pour l'instant, je le fais pas. Je laisse là. Je perds pas espoir. La dernière zone d'accumulation rationnelle, en fait, elle était là. Hein. Elle a été clairement touchée, 26-23. Et maintenant, depuis, vous devez compter depuis avril, c'est-à-dire depuis 2 mois, vous devez compter que sur votre DCA, quoi. Zone d'accumulation rationnelle, 30-29. Pensez à sauvegarder cette vidéo ou mettre le lien quelque part si vous avez un doute méthodologique, comme ça vous pouvez y revenir régulièrement, j'y pense. Hein. Et on va donc passer au platinoïde. Le palladium libellé en dollars a une zone d'accumulation rationnelle à 1060-1020. Alors là, par contre, ce qui est dommage pour le palladium, c'est que j'ai pas tenu compte des ellipses parce que je fais pas le compte rendu au coffre. Mais vous voyez, là, par exemple, ce sont des zones d'accumulation rationnelle qui ont été sollicitées, tout ça. Par contre, celle-là n'a pas encore été sollicitée 1060-1020. Il y aura une ellipse si on revient dans cette zone. Ok. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, zone d'accumulation rationnelle, 1060-1020 $, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Pour le palladium libellé en euros, c'est la même chose. On n'est pas revenu sur la zone d'accumulation rationnelle des 907-888. Si on y va, c'est là qu'il faudrait envisager d'accumuler, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. La zone des 862-763, je ne sais pas si elle va être revue un jour, mais en tout cas, je la laisse parce que ça serait une occasion si vous cherchez à accumuler sur le palladium. Le platine libellé en dollars, dont on a vu que certains commencent à penser que c'est monté un peu trop vite, eh bien sachez que si vous voulez espérer des soldes, eh bien première zone d'accumulation rationnelle 13,05 12,50. Deuxième zone d'accumulation rationnelle 1085 1045, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Et pour le platine libellé en euros, c'est la même chose. Vous avez une zone d'accumulation rationnelle qui est à 1140 1090, la suivante est 965 920. Voilà, on va passer sans attendre au commitment of traders. Et on passe à ce moment que vous attendez de plus en plus souvent, et vous avez raison, c'est le commitment of traders. Et voilà où nous en sommes sur les différents métaux précieux. Alors attention, je rappelle pour les nouveaux, il ne s'agit pas d'un outil de timing, il s'agit d'un outil de sentiment. C'est-à-dire que si vous prenez des décisions basées sur ce qui vient de se passer dans cette synthèse des cotes, eh bien vous prenez des risques immenses parce que c'est décalé. Il faut savoir que ces chiffres sont donnés avec plus d'1 semaine de retard avec les chiffres officiels. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Et enfin les chiffres officiels, les chiffres qui sont là sont donnés plus d'1 semaine en retard par rapport au moment où ils ont été confrontés, enfin donnés au CFTC qui produit cette étude. Et concernant les valeurs, il faut savoir que voilà, même les institutionnels peuvent se tromper, c'est pas rare. Ok, donc on commence par l'or. L'or qui est dans une situation, on va dire, alors c'est pas sauf qui peut, hein, loin s'en faut. Mais regardez, hein, les managed funds, c'est-à-dire les gestionnaires de fonds, les hedge funds, etc., ont réduit leur position longue de 3817 contrats et ont augmenté leur pari baissier de 1566 contrats. Autrement dit, on est dans une situation où, pour faire simple, ils allègent leur long et ils augmentent leur short, ils augmentent leur pari baissier et ils réduisent leur pari haussier. À la marge, on parle de 2,2 et 4,2. Dans un contexte où ils sont encore très largement haussiers avec 163 000 contrats longs contre seulement 38 000 contrats short. Ok, donc ça c'est pour l'or. On regarde l'argent et pour le silver c'est un peu différent parce que ils sont là aussi majoritairement haussiers hein, sur le silver, c'est-à-dire, et je le répète pour les nouveaux qui nous rejoignent, il faut pas croire l'idée reçue sur lesquelles les banques, les hedge funds, etc. spéculent à la baisse contre l'or et l'argent. C'est absolument faux, c'est la vieille école, c'était il y a des années et des années, maintenant ils sont majoritairement, vous voyez bien les chiffres, hein, ils sont majoritairement longs, c'est-à-dire qu'ils spéculent à la hausse, hein, donc ils contribuent à la hausse, ils contribuent pas à la baisse. Hein. Bref.
quasiment 59 000 contrats longs contre seulement 14 000 contrats short, mais ils ont réduit là aussi leurs contrats longs de 6%, donc 3 786 contrats longs en moins. Ils n'ont pas augmenté leurs contrats short significativement à 32 contrats, c'est rien, donc c'est pareil. Et s'il fallait mettre une synthèse sur ça, il faut simplement remarquer que sur la période en question, ils ont perdu un petit peu de conviction longue, ils ont pris des profits, mais par contre, ils n'ont pas de conviction baissière pour autant, contrairement aux paris qui ont été pris sur le gold. On enchaîne avec le palladium, et le palladium est dans une situation inverse, c'est-à-dire que là, pour le coup, le managed money est plus short que long, avec 2 fois plus quasiment de contrats short que de contrats longs. Et là, par contre, le pari, il est inverse, c'est-à-dire qu'ils ont fortement augmenté de 7% les contrats longs et ils ont baissé les contrats short. Bref, c'est complètement à l'encontre, à l'envers de ce qu'ils font depuis plus longtemps, à savoir ils ont adopté cette semaine une position agressive à la hausse alors qu'ils sont structurellement à la baisse. Et on va terminer avec le platine, et ça va pas du tout dans le sens de l'article qu'on a vu tout à l'heure, où beaucoup disaient que le platine était monté trop vite et qu'il fallait être attentiste maintenant. C'est pas ce que font les managed money, puisqu'ils sont déjà globalement à l'achat avec 40 500 contrats longs contre 23 500 contrats courts. Mais ils ont encore là baissé, comme depuis pas mal de semaines, leur contrat short, c'est-à-dire qu'ils réduisent, alors certains appelleront ça un short squeeze, ils réduisent fortement leur spéculation à la baisse, ils augmentent à peine la spéculation à la hausse. Ça va dans le sens du potentiel haussier qui peut être un petit peu limité, mais voilà, on parle de court terme, parce qu'à plus long terme, ils restent globalement positionnés à la hausse, et ce sont bien les contrats short qui sont réduits, pas les contrats longs. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Vous retrouvez toutes les vidéos que j'ai mentionnées sur mon site et tous les articles également. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. C'est le mercredi et le samedi. Et vous avez également la possibilité de liker. Ça me fait plaisir. Je vous dis donc à mercredi pour la mise à jour.